Tout de suite, retrouvez Transmanche, l'émission consacrée au projet Pegasus. C'est maintenant et c'est sur Radio U 101.1 FM. L'espace Manche est l'un des couloirs de circulation maritime les plus importants au monde. Une partie de ce trafic débarque dans les ports de commerce de la Manche, dont les plus grands sont Le Havre, côté français, et Southampton, côté anglais. En 2010, plus de 300 millions de tonnes de fret ont transité par les différents ports de la zone et près de 33 millions de passagers ont voyagé entre les rives françaises et anglaises de la Manche, dont 17 millions côté français et 16 millions côté anglais. En plus des ports de commerce et de transport de voyageurs, on compte aussi un total de 126 ports de plaisance sur les côtes anglaises et françaises de la Manche. Sans oublier les ports de pêche implantés tout le long du littoral et qui regroupent environ 10 000 pêcheurs pour une flottille de 4 200 navires. Cet immense fourmillement d'activités maritimes est bien évidemment une des préoccupations de Pegasus et les impacts de la navigation sur les écosystèmes marins font l'objet d'études et de réglementations. Les côtes de la Manche comportent de nombreux milieux marins écologiquement sensibles, tels que les estuaires et les baies, mais aussi les bancs de merle, une algue calcaire, ou les herbiers zostères, qui sont des plantes marines, ou encore les champs d'algues comme les laminaires. Pour les gestionnaires de l'espace Manche, la priorité est de gérer les écosystèmes de manière durable, tout en permettant l'exercice et le développement des activités économiques, parmi lesquelles la pêche, dont nous avons parlé dans une précédente émission, les activités portuaires, le commerce maritime et la plaisance. C'est à ces activités maritimes que nous allons nous intéresser et que nous traiterons dans 2 émissions car il s'agit d'un sujet particulièrement riche. Pegasus a permis d'étudier et de capitaliser un grand nombre d'outils novateurs pour accompagner et améliorer la gestion du trafic maritime et des environnements portuaires. On peut citer notamment les clusters verts, des groupes de sociétés implantés dans les ports et orientés sur les initiatives écologiques. Elle s'assure que les ports s'engagent de manière active dans des initiatives soutenant la protection de l'environnement et la croissance ainsi que le développement durable. La liste de ces outils, de ces initiatives ou de ces collaborations est longue. Plutôt que de vous en faire un résumé ou une liste, nous avons choisi de nous intéresser à quelques-unes des thématiques au cœur des projets partenaires de Pegasus pour améliorer la gestion des activités portuaires et du transport maritime. C'est tout de suite dans Transmanche sur Radio U 101.1 FM à Brest. Oh. Radio U s'écoute aussi la nuit tout nu. Bonjour et bienvenue dans Transmanche, l'émission qui s'intéresse au projet Pegasus. Je suis toujours avec Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors aujourd'hui, comme on a dit dans l'introduction, c'est une première partie d'émission et on va s'intéresser à la gestion des sédiments de dragage collectés dans les ports et sur les risques associés au trafic maritime en Manche. Dans une prochaine émission, on traitera de l'évolution récente de la plaisance en Manche et la problématique des espèces non indigènes en milieu portuaire. Mais pour l'instant, on commence avec Charlotte qui va nous parler de la valorisation des sédiments de dragage. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la taille des navires en circulation en Manche et dans le monde est de plus en plus importante et les ports ont tendance à s'envaser progressivement, résultat des courants marins. Du coup, certains ports doivent effectuer régulièrement des opérations de dragage d'entretien afin de maintenir une profondeur suffisante pour que les bateaux y accostent. Ce dragage génère des quantités de sédiments et des solutions doivent être trouvées pour les valoriser. Le projet CETARMS a justement pour but de trouver des solutions économiques et environnementales à la gestion à long terme de ces sédiments. Ce projet fait partie des projets qui constituent Pegasus. CETARMS a regroupé une douzaine de partenaires de 2009 à 2013. Le projet était piloté par l'Association des ports locaux de la Manche, l'APLM. Nous avons interrogé Yannick Salin, chargé de mission à l'APLM, et nous lui avons demandé si tous les ports nécessitaient un dragage régulier. Par un apport, que ce soit par le biais des rivières. En fait, le port constitue une barrière au flux naturel des sédiments, donc arrête les sédiments venant de la terre et empêche le retrait des sédiments venant de la mer. Donc ça peut, dans certains cas, pas dans tous les ports, mais en fonction de la configuration du port, il peut y avoir des accumulations assez importantes qui nécessitent un entretien et un dragage régulier pour permettre l'accessibilité du port de manière optimale. On imagine donc que les ports nécessitant un dragage régulier ne peuvent pas se permettre de draguer les sédiments comme ils le veulent, au risque de perturber les écosystèmes. Yannick Salin nous renseigne sur le contrôle de ces opérations de dragage. Alors aujourd'hui, les opérations de dragage sont extrêmement bien encadrées. On doit être en accord avec les réglementations européennes et nationales. Donc ce sont des opérations très encadrées, très suivies. On ne drague pas n'importe où, n'importe comment.
Il y a vraiment une réglementation à respecter. Donc effectivement, il peut y avoir de temps en temps des oppositions des usagers ou des groupes de défense de l'environnement. Mais il faut savoir que ce sont aujourd'hui des opérations qui sont extrêmement bien suivies et voilà, qu'il y a vraiment un cadre réglementaire et technique à suivre pour justement limiter au maximum l'impact que ces dragages pourraient avoir sur l'environnement. Donc le prélèvement de ces sédiments est bien contrôlé, mais ensuite, où vont-ils ? Alors c'est une bonne question. Je te propose d'écouter la réponse de notre interlocuteur. Alors, en fait, il y a plusieurs cas de figure. Aujourd'hui, dans la grande majorité des cas, les sédiments qui sont sains, qui sont en fait pas pollués, donc qui sont simplement des sédiments qui sont déposés dans le port, la plupart du temps sont immergés en mer. Dans le cas de sédiments pollués, donc parfois des sédiments plus anciens ou qui se situent dans des parties du port soumis à une exploitation plus importante et qui peuvent laisser des traces de contamination, ceux-là par contre sont traités à terre. Après ces explications techniques, revenons sur l'aspect gestion durable de l'espace Manche. Yannick Salin nous explique comment le projet est entré dans le cluster Pegasus. Alors en fait, c'est le secrétariat technique conjoint donc, qui gère les programmes Interreg, qui a fait une espèce d'appel d'offres en fait pour suite à la dernière session de projet européen. Avec plusieurs thématiques, dont le projet Pegasus qui est la gouvernance des écosystèmes marins. La PLM et le projet CETARMS en fait, a souhaité s'associer à ce projet, puisqu'on y voyait aussi des possibilités de poursuivre l'action engagée dans CETARMS dans un contexte un petit peu différent, et comme je disais tout à l'heure, pour permettre la rencontre également avec de nouveaux acteurs ou de nouveaux projets avec lesquels on n'avait pas forcément travaillé avant. Et donc voilà, c'est toujours dans cette logique de réseau et de continuité des actions engagées. Charlotte, pourrais-tu nous rappeler quel était le but du projet CETARMS et ce qu'il a permis de mettre en lumière ? Oui, bien sûr. Alors le projet avait surtout pour but de capitaliser des connaissances et de proposer des outils pour gérer le dragage des sédiments. Il a permis de faire un état des lieux approfondi du dragage en Manche. Cela est nécessaire pour connaître les volumes, les localisations et les fréquences des dragages. Il a permis également de caractériser les sédiments pour obtenir leur composition chimique, minéralogique et leurs caractéristiques géotechniques. Cela est primordial pour pouvoir valoriser les sédiments de manière intelligente et responsable. D'accord. Et est-ce qu'il y a une valorisation des sédiments qui a justement été proposée ? Oui, à la lumière de ces éléments, il a été proposé d'utiliser les sédiments pour fabriquer des routes. Après tout, pourquoi pas ? Le procédé est devenu aujourd'hui l'une des voies de valorisation les plus courantes pour les sédiments portuaires. Mais pour une gestion concertée, il est nécessaire que les ports anglais soient également pris en compte, l'association APLM étant une association française. Nous avons interrogé Yannick Salin sur les échanges avec leurs homologues britanniques. Dans le cadre du premier projet, lors de la création de la PLM, de nombreux contacts avaient été pris avec les ports britanniques. Donc c'est un réseau qui est aujourd'hui entretenu. Il y a des échanges réguliers avec les ports britanniques qui présentent à peu près les mêmes configurations que les ports français, qui ont les mêmes problématiques. Donc c'est vraiment un échange. La PLM avait lancé le projet CETARMS spécifiquement sur les produits de dragage. Le cluster Pegasus est aujourd'hui une continuité de ce projet qui permet aussi de travailler avec d'autres projets européens qui ont certes des problématiques différentes mais qui permettent de continuer à alimenter un réseau, favoriser les échanges et pourquoi pas permettre la création éventuellement de nouveaux projets européens sur des thématiques dragage ou autres, mais toujours dans le cadre du développement portuaire. Et les Anglais ont-ils la même politique en ce qui concerne les dragages dans les ports ? Eh bien, écoutons tout de suite la réponse de notre expert. Alors la problématique reste la même, il y a des différences au niveau de la réglementation, mais au final on se rend compte que ça se recoupe. Non, les problématiques sont vraiment les mêmes entre les ports anglais et les ports français. Il existe d'autres projets européens un petit peu similaires qui traitaient également des sédiments de dragage sur les pays du nord de l'Europe. On se rend compte qu'effectivement à l'échelle européenne, tous les ports ont à peu près les mêmes problématiques au niveau du dragage. C'est une obligation, une nécessité pour maintenir l'activité portuaire. Après il y a certes des différences locales ou nationales, mais on reste dans une dynamique commune avec des problématiques communes. Le compendium, dont nous parlons régulièrement à cette antenne, est la synthèse des résultats des projets qui composent Pegasus. Il nous donne quelques éléments sur le bilan du projet CETARMS, dont nous venons de parler, et le travail à poursuivre. Les conclusions de ce projet soulignent par exemple qu'il est nécessaire d'améliorer les techniques de dragage et la valorisation des sédiments pour réduire les risques environnementaux.
Le bilan préconise aussi de fournir des recommandations aux gestionnaires de ports et d'informer les usagers des ports sur la question du dragage. Oui, c'est vrai, et on imagine bien qu'il est important que les gestionnaires des ports aient en main des recommandations qui concernent les dragages. Mais concernant les usagers, est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce qui va être fait ? Oui Alain, informer les usagers des ports sur le dragage, c'est justement la mission que se donne maintenant l'APLM grâce à Pegasus. Suite aux conclusions du projet CETARMS, l'association a mis en place une enquête pour recueillir la perception des usagers sur le dragage et a créé différents outils de sensibilisation. C'est donc un bon exemple de besoins identifiés par les projets et sur lesquels Pegasus aura permis de fournir des outils concrets pour avancer. Oui, et c'est tant mieux, nous aurons l'occasion de revenir plus en détail sur les outils de sensibilisation dans une prochaine émission qui sera consacrée à la communication et à la médiation autour de Pegasus. Mais comment se passent les relations entre gestionnaires des ports et associations environnementales ? Ça ne doit pas toujours être évident. Effectivement, la problématique des dragages dans les ports fait parfois l'objet de tensions dans les échanges entre gestionnaires de ports et associations environnementales. L'un des principaux objectifs de Pegasus est justement de faciliter le dialogue entre les parties prenantes pour travailler ensemble sur des sujets parfois sensibles. Lors du forum Pegasus qui a été organisé à Southampton en avril dernier, nous avons rencontré Michel Horn, président du GRAP, le groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie. Il a pu constater une évolution positive dans la gestion des sédiments de dragage des ports. Il nous résume la valorisation mise en œuvre par les ports sur son territoire. En fait, ils se sont pris au jeu et ils sont aperçus qu'une partie des sédiments pouvait être réutilisée. Donc c'est ce qu'ils font. Mais sur la partie plus en amont, l'eau douce, où les sédiments ne sont pas trop salés, où ils mettent ça dans des bassins de décantation et ensuite dans des anciennes gravières qu'il y a au bord de la Seine. Là, quand on remonte sur Rouen, il y a plein de trous. Donc il les remplit d'une façon un peu écologique, c'est intéressant. Puis, dans d'autres secteurs, en fait, avec les entreprises, les carriers, ils récupèrent une partie du sable et des matériaux pour faire des routes, etc. Voilà. Donc ils ont trouvé qu'il y avait peut-être un intérêt pour eux de récupérer. Et qu'apportent les échanges entre les débats organisés par le projet Pegasus entre ces facteurs français et anglais de la gestion marine ? Alors nous avons posé la question à Michel Horn. Il a participé au débat avec les scientifiques et les représentants des ports et il nous livre sa conclusion. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et quand on conclut qu'il faut travailler ensemble et qu'on a des choses à récupérer des deux côtés. Et je crois que ça, j'ai sorti le mot pour autre chose, mais c'est une véritable révolution. Parce que, en fait, moi, je suis un ancien fonctionnaire du ministère de l'Environnement, j'ai travaillé responsable d'un laboratoire d'analyse d'eau, et puis dans des commissions nationales, voire internationales, j'ai eu à échanger avec les Anglais et compagnie. Ma conclusion, c'est là, ce qui vient d'être dit vers la fin, c'est qu'il faut échanger, communiquer plus entre les différents partenaires, entre les universités, peut-être les universitaires entre eux aussi. On voit à côté, par exemple, à Basse-Normandie, depuis très longtemps, historiquement, sauf à l'époque de Guillaume le Conquérant, on a toujours tourné le dos à la mer. Et alors aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est intéressant, c'est un lieu c'est un domaine qui est vierge, en fait. Le littoral normand. Un potentiel énorme. Un potentiel énorme, tout à fait. D'accord. On peut donc en conclure que la gestion des sédiments de dragage extraits des ports s'améliore. Oui, tout à fait. Le projet CETARMS met l'accent sur une valorisation de ces déchets respectueuse de l'environnement, mais aussi sur une meilleure concertation entre les professionnels et les usagers des ports. Avec cette démarche concertée, le dialogue est facilité et la prise de décision respecte mieux les intérêts de chacun. Il reste encore des progrès à faire, bien sûr, à la fois sur la concertation et sur les filières de valorisation des sédiments de dragage, mais sur ce sujet sensible, on peut espérer que le projet CETARMS ait ouvert la voie. Merci Charlotte pour cet éclairage. Tout de suite, on se fait une petite pause musicale, mais restez avec nous pour la suite de Transmanche sur Radio U 101.1 FM à Brest. In the port of Amsterdam, there's a sailor who sings of the dreams that he brings from the wide open sea. In the port of Amsterdam, there's a sailor
while the riverbank weeps to the old willow tree. In the port of Amsterdam, there's a sailor who dies, full of beer, full of cries, in a drunken town fight. In the port of Amsterdam, there's a sailor who's born on a hot, muggy morn by the dawn's early light. In the port of Amsterdam, where the sailors all meet, there's a sailor who eats only fish heads and tails, and he'll show you his teeth that have rotted too soon, that can haul up the sails, that can swallow the moon. And he yells to the cook with his arms open wide, "Hey, bring me more fish, throw it down by my side." And he wants so to belch, but he's too full to try. So he stands up and laughs, and he zips up his fly. In the port of Amsterdam, you can see sailors dance, porches bursting their pants, grinding women to porch. They've forgotten the tune that their whiskey voice croaked, splitting the night with the roar of their jokes. And they turn and they dance and they laugh and they lust, till the rancid sound of the accordion bursts. And then out of the night, with their pride and their pants, and the stuff that they do underneath the street lamps. In the port of Amsterdam, there's a sailor who drinks, and he drinks and he drinks, and he drinks once again. He'll drink to the health of the whores of Amsterdam, who've given their bodies to 1,000 other men. Yeah, they bargain their virtue, their goodness all gone, for a few dirty coins, when he just can't go on. Goes his nose to the sky, instead of above, and he pisses like I cry on the unfaithful love. In the port of Amsterdam, in the port of Amsterdam. Radio U vous suit de A à U. De retour dans Transmanche, l'émission dédiée au projet Pegasus, aujourd'hui consacrée à la gestion des activités portuaires et du transport maritime. On va maintenant se pencher dans cette deuxième partie d'émission sur une autre problématique liée aux navires commerciaux, c'est-à-dire la gestion des risques liés au trafic maritime. Charlotte ? Oui, alors comme nous l'avons rappelé au début de cette émission, la Manche est l'un des principaux couloirs maritimes du monde. Près de 20% du trafic commercial mondial transite en effet dans cette zone. Les pétroliers, porte-conteneurs, cargos, chimiquiers, de plus en plus nombreux et de plus en plus grands, se mêlent aux ferries et assurent les liaisons entre la France et les îles britanniques, aux bateaux de pêche et aux bateaux de plaisance. La Manche connaît donc un trafic maritime intense. Mais c'est aussi une zone de navigation délicate, où les conditions météorologiques sont souvent difficiles, les courants violents, et la proximité des côtes constitue un réel danger pour les navires. La Manche a ainsi été le théâtre de 373 accidents maritimes sérieux entre 1960 et 2009, ce qui correspond à une moyenne de 7 accidents par an. Certains de ces accidents ont causé des naufrages ou des pollutions accidentelles et parfois des drames humains. Parmi les projets qui composent le cluster Pegasus, le projet CAMIS a défini des actions et a produit des outils pour faciliter la coopération franco-anglaise et développer une stratégie maritime intégrée. Parmi les travaux réalisés, les partenaires du projet CAMIS ont formé un groupe de pilotage sécurité maritime. L'état des lieux et les recommandations concrètes émises par ce groupe de travail ont été publiées fin 2013 dans un rapport intitulé « Le risque de pollution maritime en Manche ». Pour en savoir plus, nous avons contacté par téléphone la coordinatrice du groupe de travail sécurité maritime qui a coordonné la rédaction de ce rapport. Sophie Baé est directrice du syndicat mixte Vigipol. Alors, avant d'aller plus loin, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur Vigipol, sur ce que c'est que cette structure ?
Vigipol est un syndicat mixte qui a été créé suite à la marée noire de l'Amoco-Cadiz en 1978 en Nord-Finistère. Son objectif était de regrouper les communes touchées et de défendre leurs intérêts en justice face à la compagnie pétrolière responsable de cette pollution. Depuis, le rôle de Vigipol s'est étendu à 4 grandes missions. Tout d'abord, la prévention des risques de pollution maritime auprès des communes littorales, la préparation des collectivités à la gestion des pollutions, à travers notamment la démarche Infrapol-Mar. Ensuite, la gestion des crises, c'est-à-dire quand les pollutions maritimes atteignent la côte. Et enfin, la réparation des dommages, qui consiste à accompagner les communes victimes pour faire condamner les pollueurs et obtenir des indemnisations. Vigipol regroupe aujourd'hui 110 communes littorales, depuis le Finistère jusqu'à la baie du Mont-Saint-Michel. Pour mieux cerner les enjeux dont il est question, nous avons demandé à Sophie Baé, directrice de Vigipol, de nous expliquer quels sont les principaux risques maritimes en Manche. Les pollutions maritimes qui concernent la Manche sont celles qui concernent un petit peu toutes les façades maritimes en général. Spontanément, on pense tout de suite aux pollutions par hydrocarbures, c'est celles qu'on a en tête avec les grandes marées noires, mais il y a aussi d'autres risques. On pensera beaucoup, puisque c'est un risque important pour les années à venir, et on a eu de la chance jusqu'à présent, ce sont les pollutions chimiques. Il y a eu quelques alertes, quelques menaces d'accidents majeurs qui se sont pour la plupart bien terminés. Mais donc il y a tous ces chimiquiers qui passent au large de nos côtes et qui peuvent, outre le dommage écologique, l'altération des activités économiques, peuvent aussi présenter un risque pour les populations littorales. Et donc ça, c'est un nouveau champ de risque qui est très important à prendre en compte, notamment dans les plans de secours locaux. Mais le risque maritime ne se limite pas aux pollutions occasionnées lors des naufrages. En Manche, un autre risque majeur est souvent sous-estimé par les habitants et les responsables des communes côtières. Écoutons les explications de notre interlocutrice. Et donc un risque qui est aussi important déjà et qui va l'être de plus en plus, c'est le risque lié au transport de conteneurs, puisque ce mode de transport a explosé ces dernières décennies et tend encore à s'accroître. Et donc, avec ces conteneurs, on peut transporter n'importe quel type de marchandises, des plus anodines aux plus dangereuses. Un nombre de produits chimiques sont transportés sous forme de conteneurs. Donc, on a vu ces derniers hivers, l'hiver dernier en particulier, que lors de tempêtes, des conteneurs pouvaient tomber massivement à la mer de ces gros porte-conteneurs. Et donc, plus le porte-conteneur est gros, plus les piles de conteneurs susceptibles de tomber peuvent être nombreuses. Donc on arrive effectivement sur un autre type de pollution qui est cette arrivée massive de conteneurs à la côte. Alors déjà en mer, ça constitue un obstacle à la navigation non négligeable avec un risque de suraccident derrière, mais aussi une fois arrivé à la côte, on a ces conteneurs qui arrivent de manière massive potentiellement et qui peuvent contenir tout et n'importe quoi. C'est vrai qu'on entend souvent parler de la perte de conteneurs lors de tempêtes notamment, et la directrice de Vigipol a bien souligné le risque qu'ils représentent en mer comme à terre. Mais on a du mal à se rendre compte. Ces conteneurs perdus, ils sont apparemment très nombreux. Oui, les chiffres sont assez parlants en fait. À l'échelle mondiale, on estime à environ 10 000 le nombre de conteneurs perdus en mer chaque année. En effet, au cours d'une tempête, un même navire peut perdre jusqu'à plusieurs centaines de conteneurs à la fois, et cela arrive régulièrement. L'hiver dernier, un navire danois a même perdu 517 conteneurs au large d'Ouessant. Et pour vous rappeler de quoi il s'agit, un conteneur mesure environ 12 mètres de long pour 2 mètres de haut et de large. Une fois tombés à terre, ils peuvent couler mais aussi flotter entre deux eaux. Ah oui, quand même. Et les pertes de conteneurs ne sont pas toujours aussi spectaculaires. Par contre, la perte de quelques unités est malheureusement très fréquente. Par exemple, lors d'une tempête en Manche le 7 décembre 2007, pas moins de 9 navires ont perdu une partie de leur chargement, dont 26 conteneurs au total. Mais lorsqu'une pollution marine ou une perte de conteneurs se produit, qui est responsable de la gestion des opérations ? Eh bien, ça dépend du pays concerné et d'où se situe le risque de pollution potentielle. Sophie Bailly nous explique la répartition des responsabilités. Alors, en matière de gestion des pollutions maritimes en France, il y a, on va dire, 3 grands facteurs qui sont concernés. Déjà, la gestion de toutes les opérations en mer, donc dès l'annonce de l'accident jusqu'au traitement de la pollution, relève de la prérogative du préfet maritime, qui va avoir à sa disposition un certain nombre de services, donc les moyens de la Marine nationale, les remorqueurs des abeilles, les moyens des crosses,
pour pouvoir mettre en œuvre donc ces mesures d'assistance aux navires, de surveillance du trafic et puis aussi de gestion de la pollution derrière. Donc ça, c'est la partie gestion des opérations maritimes. Ensuite, quand la pollution arrive à terre, la répartition des compétences se fait entre deux acteurs, qui est le préfet de département et le maire de la commune, en fonction de l'ampleur de la pollution. Lorsque la pollution peut être gérée par la commune, que les moyens sont suffisants, c'est le maire qui va être responsable des opérations de secours dans le cadre de son plan communal de sauvegarde. Et donc c'est là que nous, on intervient directement pour les conseiller. Ensuite, lorsque la pollution revêt une ampleur beaucoup plus importante ou présente un risque particulier, notamment pour la population, c'est le préfet de département qui va prendre la main sur les opérations et qui va coordonner l'ensemble des services et des autres acteurs qui vont être impliqués dans la gestion de la pollution. Et du côté anglais, est-ce que ça se passe de la même manière ? Eh bien, en Angleterre aussi, la prise en charge d'une pollution dépend de structures différentes selon qu'elle se trouve en mer ou qu'elle a déjà atteint le littoral. En mer, les opérations de sauvetage sur les navires sont gérées par les SOFREP, qui sont des unités militaires de force spéciale, et ce sont les gardes-côtes qui assurent la gestion de la pollution. À terre, là encore, tout dépend de l'ampleur de la pollution. C'est le district qui prend en charge la gestion d'une pollution limitée, ou le comté, la gestion s'il s'agit d'une pollution plus importante, avec si besoin le renfort des gardes-côtes. D'accord. Alors tout en gardant à l'esprit que le projet Pegasus travaille à une meilleure coopération entre la France et l'Angleterre pour gérer l'espace Manche, est-ce que cette coopération existe en matière de prévention et de gestion des risques maritimes ? Oui, en fait, cette coopération s'est mise en place progressivement après le naufrage du Torrey Canyon en 67, près des côtes de Cornouailles. Plusieurs dizaines de milliers de tonnes de pétrole brut se sont alors répandues en mer et elles ont touché à la fois les côtes anglaises et françaises. Et ça a incité les deux pays à développer un dispositif de gestion commune. Écoutons les précisions de Sophie Baé. Donc, on a eu la mise en place des différents dispositifs de séparation du trafic, ce qu'on appelle communément les DST. Donc, dans la Manche, il y en a 3. C'est le dispositif de séparation du trafic de Ouessant, au large de la Bretagne, celui des Casquets, au nord du Cotentin, et celui du Pas-de-Calais, dans le détroit. Donc, ces 3 DST sont des zones réglementées au niveau international où les navires qui transportent des marchandises dangereuses ont obligation de signaler leur position et le contenu de leurs marchandises. Donc, ces signalements sont surveillés en permanence au niveau des CROSS côté français et au niveau des MRCC côté britannique. Donc, ça permet de signaler un accident, une avarie très très rapidement. Ça, c'est pour le niveau international. Et ensuite, les autorités maritimes françaises et britanniques ont développé aussi depuis 1978 un accord bilatéral de coopération qu'on appelle le Manche-Plan, qui est un accord technique qui permet donc aux deux pays de s'entraider pour gérer un événement maritime. La réglementation liée au trafic et aux risques maritimes en Manche se traduit donc à la fois au niveau national et au niveau international, avec une gestion mutuelle des risques. Selon la directrice de Vigipol, même si la réglementation nationale et internationale est adaptée et suffisamment stricte en Manche concernant les risques maritimes, il subsiste certaines lacunes qui freinent une gestion pleinement efficace des risques. Peut-être un champ qui n'est pas encore tout à fait couvert, et ça relèverait peut-être de la réglementation plus nationale de chacun des deux États, c'est cette dimension de risque pour les populations, puisque on a encore tendance à cloisonner le risque de pollution maritime par rapport à d'autres risques. On voit bien qu'avec l'arrivée potentielle de produits dangereux ou d'un chinetier à la côte ou d'un porte-conteneur, par exemple qui menacerait d'exploser dans un port, on se rapproche là plus d'un risque CVTO, puisqu'il y a un risque pour les populations de type risque industriel. Et à mon sens, il manque dans la réglementation des passerelles entre ces différents risques et la prise en compte de ces risques, puisque toute la thématique des risques industriels est déjà bien pourvue en réglementation pour savoir comment alerter les populations, si on doit évacuer, si on doit leur demander de se confiner, mais il n'y a pas encore le lien avec le fait que des pollutions maritimes pourraient occasionner ce type de risque.
Sophie Baé nous a également confié que la gestion des risques maritimes pourrait être améliorée par une meilleure surveillance maritime en Manche. Les financements dédiés à l'affrètement des navires qui assurent la sécurité maritime ont baissé au cours des dernières années. Cette restriction des moyens budgétaires limite considérablement l'efficacité de la surveillance dans cette zone de navigation pourtant très exposée. Et quels autres constats et perspectives on peut trouver dans ce rapport sur les risques de pollution maritime en Manche ? Alors, le rapport rédigé par le groupe de travail Sécurité maritime du projet CAMIS appelle à la vigilance sur l'évolution du trafic maritime en Manche. Il souligne notamment que la quantité de marchandises dangereuses qui transitent par ce couloir de navigation suit une augmentation régulière. Et cette augmentation des flux de marchandises s'accompagne d'un agrandissement constant des navires. Sophie Baé revient sur cette évolution et les risques qu'elle implique. Ce qui nous inquiète, c'est un petit peu le gigantisme des porte-conteneurs, des navires en général. Donc c'est à la fois les porte-conteneurs, puisqu'il faut savoir par exemple que les porte-conteneurs géants, dont les plus gros actuellement transportent 18 000 boîtes, 18 000 EVP, équivalent 20 pieds, donc c'est-à-dire la taille standard des conteneurs, transportent pour leur propulsion autant d'hydrocarbures qu'un petit pétrolier. Donc là, on risque d'avoir sur ce type de navire non seulement des pertes massives de conteneurs, comme on a déjà pu voir cette année, mais également différents types de pollution à gérer de manière concomitante. C'est-à-dire que si un gros porte-conteneur avait un accident majeur, on pourrait avoir à la fois une marée noire à gérer, mais aussi un déversement massif de conteneurs avec une partie de produits dangereux, donc une pollution chimique, et puis de tout venant, on va dire, de macro-déchets à gérer de manière massive en parallèle. On a indiqué en présentant les missions de Vigipol que le syndicat mixte informe et accompagne les élus et les services des communes littorales pour mieux les préparer à gérer une pollution côtière. C'est un fait. Mais Charlotte, peux-tu nous dire si actuellement ces communes littorales sont bien conscientes de l'ampleur de ces risques maritimes ? Oui, alors Vigipol compte 110 communes parmi ses adhérents, et même si elle bénéficie d'un relais important d'informations sur les risques maritimes, les conclusions du rapport CAMIS ont montré que ce travail de communication et de sensibilisation a besoin de se poursuivre et de se renforcer. Sophie Baé nous explique pourquoi. On se rend compte que si les autorités maritimes sont très conscientes des risques et aguerries dans la coopération franco-britannique, la perception du risque à terre est beaucoup plus soumise à caution. C'est souvent, on a une perception du risque qui est erronée, en particulier chez les élus locaux, qui ont tendance à se dire on n'a pas eu de grande marée noire depuis longtemps, donc le risque n'existe plus. Ou quand ce sont des conteneurs qui tombent à la mer, on peut trouver parfois des choses assez heureuses. On garde en mémoire beaucoup cette mythique moto BMW qui a été trouvée lorsque le Napoli s'est échoué sur les côtes du Devon en 2007. Ça reste quand même marginal et ça ne doit pas évacuer le risque causé par les produits dangereux transportés par les conteneurs. Donc il y a un gros travail de sensibilisation à faire auprès des autorités terrestres, en particulier des élus locaux et des personnels des communes littorales aussi, pour leur faire bien saisir les risques qui sont associés et la nécessité de se préparer à gérer ce type d'événements qui en découlent. Le rapport sur les risques de pollution maritime a donc identifié des aspects concrets à améliorer en matière de gestion des risques maritimes en Manche. Le rapport a été diffusé largement auprès des collectivités locales du littoral de la Manche et Vigipol continue son travail de sensibilisation. On peut donc espérer à l'avenir une meilleure prise en compte des risques maritimes par les collectivités locales et une action plus rapide et efficace dans la gestion des accidents. Pour conclure, nous avons demandé à Sophie Baé de nous résumer plus globalement les principales priorités d'action dans ce domaine pour atteindre l'objectif de Pegasus, c'est-à-dire une gouvernance efficace et concertée de l'espace Manche. Écoutons sa conclusion. Continuer à avoir une bonne vigilance, que ce qui fonctionne bien en matière de coopération entre autorités maritimes françaises et britanniques se poursuive dans de bonnes conditions et qu'ils aient les moyens de poursuivre cette coopération. Et puis, pour la partie terrestre des opérations, là, il y a vraiment besoin, et c'était tout l'intérêt du projet CAMIS, d'avoir cette synergie entre collectivités territoriales pour se préparer, pour échanger des bonnes pratiques, parce que même si le système administratif français et britannique diffère, les préoccupations des uns et des autres sur des thématiques communes, sur la manière de se préparer,
sur la manière d'appréhender les risques, de prévenir les populations, tout un tas de domaines, sont communes et donc il y a un réel intérêt à continuer d'agir ensemble au niveau des franco-britanniques. Un renforcement de la coopération franco-britannique, c'est encore une fois la volonté centrale des partenaires de Pegasus, qu'ils soient décideurs politiques, scientifiques ou bien professionnels de la mer. On se rend compte à quel point cet aspect est incontournable et comment une gestion concertée entre les deux pays améliore l'efficacité des actions de terrain, par exemple ici dans la prévention et la lutte contre les pollutions maritimes. Encore faut-il bénéficier des moyens suffisants pour accompagner ces actions conjointes, comme l'a souligné Sophie Bay. On espère que des projets comme Camis et aujourd'hui Pegasus permettront d'améliorer les prises de décision concernant la gouvernance de la Manche. Merci Charlotte. Ainsi s'achève Transmanche numéro 7. On y voit quand même beaucoup plus clair dans la gestion des sédiments de dragage portuaire et les risques associés au trafic maritime. Il reste cependant encore beaucoup de choses à dire sur les ports. C'est pour ça qu'on vous propose de vous retrouver, chers auditeurs, dans Transmanche numéro 8, qui sera consacré à la question portuaire et plus précisément sur l'évolution de la plaisance en Manche et la problématique des espèces non indigènes en milieu portuaire. Cette émission a été préparée par Charlotte Dupont, Adeline Hans et Maude Millier. On se retrouve très prochainement sur Radio U 101.fm. À bientôt.